Bonsoir et bienvenue pour notre deuxième conférence dans le cadre de notre émission Polomique, animée par le Master 2 Personnes et Familles, qui est dirigée par Madame la professeure Anne-Marie Leroyer. Ce soir, nous allons parler d'un sujet extrêmement sensible, mais qui est malheureusement d'actualité. Il s'agit de l'inceste. Afin de mieux cerner ce sujet, nous allons brièvement revenir sur l'historique de l'inceste et sa qualification, puis nous poserons des questions à nos intervenants, plus particulièrement sur la place de l'inceste dans notre société actuelle et sur les changements apportés par la loi du 21 avril 2021. Sous l'Ancien Régime, l'inceste était toute relation sexuelle au sein d'une parenté très large, y compris spirituelle. Par exemple, était considérée d'inceste une relation sexuelle entre un prêtre et sa pénitente, même si elle était majeure et consentante. Les révolutionnaires, eux, ont décriminalisé l'inceste. Ils considéraient que cela relevait de la liberté individuelle et de la liberté de chacun, dans lesquelles l'État n'a pas à intervenir. Le terme d'inceste disparaît donc de la lettre de la loi pénale. Mais c'est une loi du 8 février 2010 qui réintroduit la notion d'inceste sur mineur. Avant cette loi, l'interdiction ne se faisait qu'implicitement au travers des circonstances aggravantes. Mais grâce à cette loi, il est désormais possible de qualifier d'incestueux un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle. Mais il s'agit toujours d'une surqualification entraînant l'aggravation de la peine de viol ou d'agression sexuelle. La notion de famille est difficile à cerner en 2010, en ce que le texte énonce une liste de personnes de la famille concernée et finit par ajouter « et toute autre personne ». C'est pourquoi le Conseil constitutionnel juge en 2011 que ce texte est contraire au principe de l'égalité des délits et des peines. Car selon ce principe, il ne peut pas y avoir de crime ou de délit sans une définition préalable de ces derniers. Le législateur a donc retiré en 2013 toute référence à l'adjectif incestueux dans le Code pénal. Ce n'est que par la loi du 14 mars 2016 que la qualification d'incestueux a été réintroduite dans la loi. Ainsi, de 2013 à 2016, aucune mention de l'inceste ne figure dans la loi. La notion de famille a également été précisée grâce à la loi de 2016. En effet, avant cette loi, il y avait la mention « toute autre personne ». Depuis cette loi, il y a une liste exhaustive des membres de la famille pouvant être qualifiés d'auteurs d'actes incestueux. Figurent dans cette liste les ascendants, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce, le conjoint, concubin ou partenaire de ces personnes. De nos jours, c'est 160 000 enfants victimes d'inceste par an. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, présidée par Jean-Marc Sauvé, a indiqué qu'il y avait 5,5 millions de femmes et d'hommes victimes de violences sexuelles dans leur enfance. C'est donc un adulte sur 10 qui est concerné. Si ces chiffres peuvent surprendre, c'est car l'inceste était encore un tabou jusqu'à encore récemment. Et à ces chiffres, il faut rajouter le nombre de personnes qui ne parleront jamais de leurs souffrances et de ce qu'ils ont subi. Dans le livre La Familia Grande de Camille Kouchner, dans lequel celle-ci raconte l'inceste subi par son frère jumeau par leur beau-père Olivier Duhamel, a permis une prise de conscience collective sur l'existence et les conséquences de l'inceste. Mais avant elle, d'autres personnalités ont pris la parole sur l'inceste qu'elles avaient subi et l'ont raconté dans des livres, comme Christine Angot, romancière et dramaturge, et Barbara, la célèbre chanteuse de l'Aigle Noir. La prise de parole accessible à tous et partagée par les médias permet de prendre conscience de la réalité et de l'importance de l'inceste. Cela a permis d'interroger la politique pénale et la façon dont la parole des victimes est reçue. Suite à la commission indépendante sur les violences sexuelles dans l'Église de 2018, les revendications des associations et le mouvement #MeTooInceste, il est apparu de faire de l'inceste un problème juridique et politique nécessitant une réponse de grande ampleur. Ainsi, une loi fut adoptée le 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes, des délits sexuels et de l'inceste. Cette loi fait de l'inceste une infraction autonome. Elle apparaît comme un progrès historique dans la reconnaissance de l'inceste en France. Néanmoins, bien que l'apport symbolique de cette loi ne fasse aucun doute, l'efficacité pratique et juridique interroge. C'est dans ce contexte que nous avons la chance ce soir d'accueillir parmi nous M. Édouard Durand et M. Jean-Luc Viaud afin d'aborder les apports majeurs de la loi du 21 avril 2021 et de comprendre comment celle-ci permet de mieux répondre aux besoins des victimes et à la pénalisation de l'infraction qui est donc l'inceste. M. Édouard Durand a été juge des enfants puis juge aux affaires familiales à Marseille. En 2016, il a été nommé coprésident du tribunal de grande instance de Bobigny en tant que juge des enfants.
Monsieur Édouard Durand est membre du Conseil national de protection de l'enfance, du Conseil scientifique de l'Observatoire national à la protection de l'enfance, ainsi que coprésident de la commission violence du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En janvier 2021, le président de la République Emmanuel Macron annonçait la création d'une commission indépendante afin de lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants et à l'inceste. Il désigne M. Édouard Durand comme coprésident de la commission plus communément appelée la Civise. La Civise a pour but de formuler des recommandations afin de prévenir des violences sexuelles, de protéger les victimes et de lutter contre l'impunité des agresseurs. Son objectif premier est alors d'écouter et d'entendre les victimes. Récemment, la Civise a d'ailleurs rendu publique la liste de ses recommandations dont nous évoquerons le contenu un peu plus tard au cours de la conférence. Monsieur Jean-Luc Viot est docteur en psychologie et professeur des universités honoraires. Il a été psychologue hospitalier en service psychiatrique avant de devenir maître de conférences à l'université de Rouen, université au sein de laquelle il a eu la chance de diriger le département sciences de l'homme et de la société. Il a également été psychologue expert honoraire près la Cour d'appel de Rouen de 1977 à 2015 et inscrit sur la liste de la Cour de cassation jusqu'en 2005. Il est actuellement enseignant à l'école des psychologues praticiens et président de la fondation Léni qui a pour but d'accompagner les enfants maltraités et leurs familles. L'objectif de la fondation est alors d'apporter aux adolescents et aux enfants protection, soutien, éducation et accompagnement dans le but de leur donner une chance de se construire un avenir. Il a ainsi naturellement dirigé ses travaux vers l'expertise psychologique et les enfants maltraités. Nous remercions nos intervenants d'avoir pu se libérer ce soir et nous allons maintenant poser nos questions. En tant que juge des enfants et coprésident de la Civise et en tant que psychologue et président de la Fondation Léni, vous êtes sans cesse plongé au cœur de la politique de protection de l'enfance et vous avez été confronté à de nombreux cas de violences familiales et notamment d'inceste. Ma première question est donc la suivante. Pouvez-vous nous expliquer chacun votre tour quel est votre rôle en pratique face à ces violences familiales et plus précisément face à l'inceste? Écoutez, je suis psychologue de métier et j'ai commencé il y a fort longtemps, il y a un peu plus de 40 ans, et dès que j'ai commencé à avoir des consultations en psychiatrie, j'ai découvert des affaires d'inceste. J'ai un souvenir très précis d'une jeune patiente dite psychotique qui en fait avait été victime d'inceste. Donc je suis tombé dans le chaudron, je dirais, assez vite. Et comme je travaillais avec un psychiatre qui était expert, je suis devenu assez rapidement expert judiciaire. Et les juges ont très vite compris l'intérêt qu'il y avait des expertises psychologiques dans ces affaires-là. Donc j'ai vu des centaines et des centaines de victimes et d'auteurs. Et pendant une dizaine d'années, à la fin des années 90, puisqu'en 95, il y a eu un colloque au ministère de la Santé qui s'est appelé « Le traumatisme de l'inceste », auquel j'ai eu le plaisir de participer. Il y a eu un bouquin fait après. Et un certain nombre de magistrats ont compris que la question de l'inceste était une question beaucoup plus vaste que celle d'un auteur et d'une victime, mais que l'ensemble de la famille étant percutée, il fallait pouvoir aborder cette question, et j'ai pu, parce qu'un certain nombre de magistrats, soit juges des enfants, soit magistrats instructeurs, étaient intéressés par la question, examiner des familles entières, parfois la grand-mère, en plus, il y a un enfant victime, mais voilà, de rencontrer l'ensemble du groupe familial pour donner un aperçu sur la dynamique qui a permis l'inceste. Et moi, je suis juge des enfants, et d'ailleurs, je vous recommande de choisir cette fonction. Et évidemment, comme l'a dit M. Viot, ni les juges des enfants, ni les psychologues, ni les éducateurs ne s'occupent que d'inceste. Et le problème est que parfois on a du mal à repérer les frontières entre différentes situations de violence ou de carence. Il n'y a pas que les juges qui ont du mal à le faire, parfois les experts et les éducateurs ont du mal à le faire aussi. Le problème, c'est de parvenir à se représenter la violence dans sa tête. En tout cas, c'est comme ça que progressivement j'ai compris mon rôle de juge des enfants, arriver à se représenter la violence dans sa tête et à ne pas édulcorer la dynamique de l'agresseur, la stratégie de l'agresseur et l'impact du passage à l'acte sur les victimes. Or, en réalité, quand on observe bien, on s'aperçoit que tous les professionnels, quelle que soit leur fonction, développent des stratégies extrêmement efficaces pour contourner la représentation de la violence dans la tête.
par exemple, on ne dit pas que ce sont des violences conjugales, on dit que c'est du conflit, on ne dit pas que c'est de l'inceste, on dit que c'est de l'ambivalence dans les relations, etc. Tous les agresseurs disent que ce sont les enfants qui les séduisent. Et on a beaucoup de stratégies pour ne pas voir la scène. Et quand on cesse de voir la scène dans sa tête, alors on ne peut plus protéger. Merci beaucoup pour votre réponse. Messieurs, en tant que praticiens, quels sont selon vous les apports majeurs de la loi du 21 avril 2021 ? Oh, vous savez, la loi, c'est pas fait pour être thérapeutique et je ne crois pas que celle-là le sera plus qu'une autre. Je partage en grande partie ce que vient de dire Édouard Durand, bien sûr, sur les aspects positifs de la loi, mais je voudrais dire simplement que cette loi est... alors, on s'y est quand même repris déjà 4 fois hein, pour en arriver là, puisque effectivement, il y a eu... Je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris, qu'on ait bien tenu compte de ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel et qui était déjà posé dans un rapport de 2003 du Sénat, qui remarque que nous sommes le seul pays européen, alors, Portugal à l'époque, mais je crois que ça a évolué depuis, à ne pas pénaliser l'inceste entre adultes, qu'il soit consenti ou non. C'est-à-dire que la loi de 2021, comme les précédentes, est une loi sur l'inceste sur mineurs, mais elle ne résout pas dans notre société la question de l'inceste. Or, c'était un peu quand même ce que disait le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'en faisant des considérations sur le fait que la loi civile définit la famille de façon variable selon les cas, etc., mais enfin, quand même, il y avait une problématique là derrière dont on aurait pu s'emparer en se disant il faut peut-être réfléchir un peu plus globalement sur la signification d'un inceste dans une société. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous en donner un exemple. En fait, cette loi ne change pas grand-chose sur un certain nombre de situations. Donc, je vais prendre un exemple qui est ancien, je précise. Un monsieur se met en ménage avec une dame qui est assez jeune et qui a déjà une petite fille âgée de 2 ans. Et ils font 3 enfants ensemble. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en fait 16 ans plus tard, la situation est la suivante. Le monsieur que j'ai appelé Pierre dans mon observation, Pierre a fait 2 enfants à sa belle-fille, qui avait passé l'âge de 18 ans, donc ils ont soutenu... C'est lui qui m'a raconté l'histoire, parce que ça ne figurait pas dans le dossier judiciaire, ça. Hein. Bon, il paraît que ça n'a commencé que quand elle avait 18 ans, enfin, moi je veux bien, mais j'en suis pas certain. Toujours est-il qu'elle a 2 enfants de lui, et il a fait un enfant à sa dernière fille, qui à l'époque avait 15 ans. Pour cet inceste sur cette jeune fille que j'ai appelée Malika, il a fait un enfant. Il a été sanctionné de quelques années de prison. Je le vois à sa sortie, et c'est lui qui m'explique qu'il ne comprend pas bien pourquoi on l'a puni pour ça. Parce qu'en réalité, il a 3 enfants avec 2 de ses filles. La première, il l'a élevée depuis qu'elle a l'âge de 2 ans. Il est quand même un peu son père. Et regardez bien la situation des enfants. Pierre, il a 6 enfants. 3 enfants qu'il a fait avec cette femme qu'il a épousée, et puis 3 enfants qu'il a fait avec la fille de cette femme et avec sa fille. Les 3 enfants sont donc frères et sœurs. Mais il y en a 3 qui ont pour grand-mère la femme de leur père et qui ont pour père quelqu'un qui est également en place de grand-père. Comment est-ce qu'on s'appelle dans cette famille? D'autant plus que Pierre est rentré chez lui, c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il s'apprêtait, il était en fin de peine, il s'apprêtait à rentrer chez lui où sa femme élevait tranquillement toute la nichée, puisque la mère des 2 petits avait décidé d'aller vivre sa vie ailleurs et avait laissé ses enfants à sa mère. Et il disait, je rentre élever mes enfants, me dit-il. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Je lui dis, parce que vous en avez, attendez, votre fille, elle est grande, etc. Et puis, même celle à qui vous avez fait un bébé, elle commence à être grande, etc. Il dit, oui, mais il y en a 2 autres. Voilà. La loi de 2021 ne change rien à cette situation. C'est-à-dire que, à partir du moment où la jeune fille était majeure, eh bien, elle pouvait faire tranquillement des enfants avec son beau-père. C'est ce que j'appelle la fabrique des liens innommables. Parce que, comment est-ce qu'on se nomme? L'inceste n'est pas seulement d'essence biologique,
elle est au-delà de la parenté. Alors, il y a des choses positives dans cette loi de 2021, mais c'était déjà en germe dans la loi de 2016. C'est-à-dire qu'on dit bien que l'inceste, c'est un acte sexuel commis par un ascendant. Et je vous ferai observer qu'un ascendant, c'est un père et une mère. Ça concerne donc aussi les enfants adoptés. Sans en avoir tout à fait conscience, et je suis persuadé que la plupart des législateurs qui ont voté cette loi ne se sont pas rendus compte, on a bien écrit dans le Code que l'inceste n'était pas d'essence biologique, puisqu'on est l'ascendant d'un enfant qu'on a adopté, qu'on a fait fabriquer par PMA, etc. Et puis il y a un certain nombre de problèmes que l'on n'a pas résolus. C'est-à-dire qu'on a ajouté, alors on a retiré les cousins et cousines, je ne sais pas pourquoi, on a ajouté les grandes tantes, bon, très bien, je veux bien tout ça, mais je ne suis pas sûr que c'était comme ça qu'il fallait s'y prendre. Et puis, on a mis les conjoints de parents s'ils ont une autorité de droit ou de fait. Bon courage pour les magistrats qui auront affaire à ça, et j'attends avec intérêt la prochaine décision de la Cour de cassation sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que l'autorité de droit ou de fait? Un monsieur et une dame sont séparés, madame a un conjoint qui vient de temps en temps à la maison, le week-end en général, on est connu des tas de situations comme ça. Est-ce qu'il a autorité de droit ou de fait sur les enfants? Alors on va dire, oui, mais le lundi matin, c'est comme madame travaille tôt, c'est lui qui conduit les enfants à l'école. Donc en fait, il exerce bien une forme d'autorité. Je veux bien. On verra ce que dira la Cour de cassation, ou le Conseil constitutionnel s'il est saisi. Il n'a pas été saisi pour le moment de la loi de 21, donc on ne sait pas ce qu'il va dire. Je peux faire une petite précision complémentaire, pas du tout en opposition. Ce qu'il faut bien voir avec cette loi, c'est que ce n'est pas une loi sur le consentement, ce n'est pas une loi sur la relation, ce n'est pas une loi sur l'inceste, c'est une loi sur la preuve. Quels sont les éléments constitutifs de l'infraction de viol ou d'agression sexuelle? C'est pourquoi je faisais référence tout à l'heure à la présomption de contrainte. L'enjeu était d'arriver à mieux définir les éléments constitutifs de l'infraction, ce qui est fait là d'une manière quasiment autoconstituée, par le passage à l'acte lui-même, l'élément matériel. D'où la question de la présomption de contrainte. Ce qui ne veut pas dire, à contrario, que le passage à l'acte est autorisé au-delà de 18 ans. Au-delà de 18 ans, les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle ou du crime de viol, dans les éléments de l'inceste ou hors de l'inceste, restent inchangés. Il faudra caractériser la contrainte, la menace, la violence, la surprise. Ce qui était choquant et ce qui devait être changé, c'est qu'il y avait des décisions et des enquêtes qui conduisaient à interroger le consentement de l'enfant, quel que soit son âge, à l'acte sexuel avec un adulte, quel que soit son âge. Pourquoi? Parce que les magistrats posaient la question, se posaient la question. Et donc parce que les policiers, les gendarmes posaient la question à la petite fille de 11 ans dans le local poubelle, est-ce que tu as dit oui, est-ce que tu as dit non? Ah, tu as dit non, mais est-ce que tu as dit non, mais pourquoi tu n'as pas crié plus fort? Et comment? Et etc., etc. La loi évacue cet aléa. Et c'est ce que j'appelle une législation plus impérative. Et parce que ces aléas sont trop importants dans la jurisprudence, nous allons venir, c'est ma conviction et c'est même mon espoir, à une législation plus impérative, c'est-à-dire qui fixe une marge d'appréciation de plus en plus réduite, dès qu'il y a violence. Je vous donne un autre exemple qui sera peut-être plus clair. Moi, je souhaite que quand il y a des violences conjugales, on dise le parent qui a commis des violences conjugales ne peut pas être titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, par l'effet de la loi, parce que sinon les juges la lui donneront toujours. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette loi, parce qu'on continuait à interroger le consentement d'un enfant de 8 ans à un passage à l'acte sexuel avec un adulte. Donc c'est une loi sur la preuve. Oui, oui. Et Christine Angot, de manière très vive et salutaire d'ailleurs, a dit « Est-ce qu'à contrario, ça veut dire que l'inceste est autorisé au-delà de 18 ans ?» Non. Quand il y a menace, contrainte, surprise, violence, qu'il faut prouver. Mais du coup, la Civise est saisie de la question de l'inceste entre adultes. Et il faudra y répondre, nous y répondrons. Merci beaucoup pour votre réponse. Un des autres apports de la loi du 21 avril 2021 concerne le délai de prescription.
En effet, la loi du 21 avril 2021 n'a pas modifié le délai de prescription, puisque c'est la loi du 3 août 2018, la loi Schiappa, qui a modifié pour la dernière fois la durée du délai de prescription. En effet, depuis cette loi, le délai de prescription est fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime, c'est-à-dire 48 ans. La loi du 21 avril 2021 n'a pas modifié le délai de prescription, mais a instauré un mécanisme de prescription glissante. Désormais, le délai de prescription de viol sur un enfant peut être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement un autre enfant jusqu'à la date de délai de prescription de la nouvelle infraction. Ainsi, ma question est la suivante. Est-ce que le délai de prescription actuel fixé à 30 ans est arbitraire? Est-ce qu'il faudrait l'allonger? Et est-ce que les mécanismes actuels, comme le délai de prescription fixé à 30 ans et le nouveau mécanisme de prescription glissante, apportent une protection suffisante pour la protection des victimes? L'avantage de la prescription glissante, c'est qu'il montre bien que très fréquemment les agresseurs font plusieurs victimes. C'est un élément de preuve d'ailleurs, et je trouve que ça permet d'emporter ça dans les filets, et c'est intéressant. Ça génère une inégalité. J'ai été victime d'un agresseur qui n'a pas fait d'autres victimes, je ne bénéficierai jamais de la prescription glissante. Si aujourd'hui, le 7 avril, à 7h30, j'étais sûr d'être pour l'imprescriptibilité, je vous le dirai. Et je reviendrai quand je serai sûr. Et la commission étant une instance collégiale, je ne veux pas non plus emporter la conviction de cette collectivité. Quand elle aura pris sa décision, nous serons amenés à prendre position sur la question de la prescription. Pour ma part, et plus j'y réfléchis, moins je vois d'arguments raisonnables en faveur de la prescription. J'en vois un qui est un argument d'autorité, qui est la comparaison avec le crime contre l'humanité, en faveur de l'imprescriptibilité réservée à ce seul crime, mais je n'en vois aucun sur le plan pratique, de dépérissement des preuves, etc., et je n'en vois aucun sur le plan moral, et je n'en vois aucun sur le plan des principes juridiques. Les victimes que nous auditionnons nous disent « moi j'ai pris perpétuité ». Et je peux en témoigner, c'est une réalité. Et lui, il se promène dans la rue, et puis il vit avec ses enfants, il est retourné dans sa maison, comme le disait M. Viau tout à l'heure. Donc, je comprends totalement à quel point cette remarque est juste et la dénonciation de cette injustice est pertinente. Donc, je pense qu'il faut travailler encore sur la question de la prescription. Il y a des associations, des militants et des mouvements associatifs qui recommande que le point de départ de la prescription soit la sortie d'amnésie traumatique pour des personnes qui ont subi une amnésie traumatique. Je n'ai pas de réponse à donner à ce jour. Si j'avais une conviction, je vous la donnerais. Mais je comprends toutes ces questions. Je comprends le caractère profondément choquant qu'on oppose à ces personnes quand on leur dit la prescription est la garantie de la paix civile. Ce n'est pas vrai, de mon point de vue. Et je ne comprends pas qu'on fasse un éloge de la prescription, spécialement s'agissant de ces crimes. La garantie de la paix civile pour les humains, c'est le procès. Et je ne pense pas qu'on puisse fermer la porte pour cette raison-là. L'inceste, ce n'est pas un crime contre l'humanité, pour reprendre ce que vous disiez, parce que c'est effectivement un problème. C'est un crime contre l'humanisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et il me semble prématuré de savoir si on doit le poursuivre perpétuellement, ce qui se fait. Hein. Il y a des pays, aux États-Unis, vous pouvez poursuivre quelqu'un qui a déjà 98 ans en disant ben, « je me souviens maintenant que », etc. Ça s'est fait. Hein. Est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on doit faire autre chose? Moi, je ne suis pas convaincu que la justice soit là pour soigner les gens. Or, effectivement, il y a là une ligne de fracture, y compris dans ma corporation de psy. Hein. Il y a une ligne de fracture entre les gens qui pensent que le procès est indispensable à la reconstruction des gens et d'autres qui pensent autre chose. J'ai vu quelques victimes se suicider juste avant, la veille ou le lendemain du procès,
et beaucoup de gens allaient beaucoup plus mal, surtout les enfants, après. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit dans une salle d'assises qu'on peut soigner les gens. Merci pour ces explications. Nous allons désormais aborder plus en détail la question de la Ciivise et des recommandations qu'elle a pu faire très récemment. Comme on l'a vu au début de cette conférence, une commission particulière a été créée début 2021. Celle-ci se nomme la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle a récemment rendu des conclusions intermédiaires le 31 mars 2022 afin de dresser un premier bilan de son action. Dans son rapport, la Commission fait état de plusieurs recommandations, notamment la nécessité d'organiser un repérage systématique des victimes de violences sexuelles par les professionnels, également la nécessité de renforcer les sanctions, notamment en prévoyant la suspension ou le retrait de l'autorité parentale aux parents qui est poursuivi ou condamné pour des faits de violences sexuelles incestueux sur son enfant, également de manière générale mieux prévenir les violences sexuelles faites aux enfants. Cette énumération n'est évidemment pas exhaustive et de nombreuses autres recommandations ont pu être faites par la Ciivise. Monsieur Durand, pourriez-vous donc nous expliquer le constat général que la Ciivise a pu faire sur la situation et la protection des enfants victimes de violences sexuelles? Également, pourriez-vous nous expliquer plus en détail les recommandations que la Ciivise a pu faire et les raisons de celles-ci? Face à la confrontation à la violence sexuelle, et notamment à l'inceste, lorsque les personnes, les enfants qui en sont victimes, même devenus adultes, font appel à la société, la réponse de la société est à côté de leurs problèmes. Elles demandent ça, on leur donne ça. Sur tous les sujets. Les 4 axes, qui nous paraissent les 4 axes fondamentaux de notre travail, le repérage, le traitement judiciaire, la réparation, incluant le soin, et la prévention. Et c'est vrai principalement sur 2 champs déterminants qui sont le traitement judiciaire, la réponse pénale et civile au passage à l'acte sexuel, notamment à caractère incestueux, et le soin. S'agissant des soins, ce sont des personnes qui pourraient bénéficier de soins spécialisés en psychotrauma et qui n'en bénéficient pas le plus souvent, qui n'en bénéficient pas dans les délais qui pourraient leur permettre d'aller mieux et qui n'en bénéficient pas du tout le plus souvent parce qu'on leur procure d'autres soins. Et c'est vrai aussi du traitement judiciaire. On a un gros problème principal que nous ne traitons pas dans ces conclusions intermédiaires, qui est que 70% des plaintes déposées pour des violences sexuelles contre des enfants sont classées sans suite. Et que, s'agissant même des violences sexuelles faites aux enfants, le chiffre est porté à 73%. C'est-à-dire que dans plus de 2/3 des cas, la plainte est mise à la poubelle. C'est d'autant plus un problème que les violences sexuelles faites aux enfants font l'objet d'une sous-révélation massive. Donc il y a un écart abyssal entre le nombre de faits réels, d'actes perpétrés, et d'actes traités par l'institution judiciaire. La première préconisation était de dire que quand un parent fait l'objet d'une enquête pénale pour agression sexuelle ou viol incestueux, l'autre parent ne peut pas être poursuivi pour non-représentation d'enfant. Il faut bien que l'enfant soit quelque part, autant qu'il ne soit pas chez le parent qui est mis en cause pour violence sexuelle contre l'enfant. Le Premier ministre a signé le 23 novembre un décret qui reprend notre préconisation en disant exactement la même chose, en l'élargissant à toutes les allégations de violence contre l'enfant. Quand un parent est poursuivi pour non-représentation d'enfant, quand un parent fait l'objet d'une plainte pour non-représentation d'enfant, le procureur ne peut enclencher des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel que s'il a fait toute la lumière sur les violences alléguées contre l'enfant par le parent qui fait l'objet de la dénonciation de non-représentation d'enfant. C'est déjà un progrès très important et c'est en cours depuis février 2022. Restaient les 2 suivantes préconisations que nous avons repris dans nos conclusions intermédiaires. 70% des plaintes sont classées sans suite. Donc, quand le procureur décide, dans les 27% qui restent, d'enclencher des poursuites pénales,
devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle incestueuse ou devant le juge d'instruction pour mise en examen des chefs de viol incestueux, nous préconisons que l'autorité parentale, l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite du parent faisant l'objet de ces poursuites soient suspendus de plein droit par l'effet de la loi. Au bout de la chaîne pénale, nous disons retrait automatique de l'autorité parentale quand un parent est déclaré coupable d'agression sexuelle incestueuse ou de viol incestueux. Pourquoi? C'est ce que j'appelle une législation impérative. Le Code civil prévoit déjà qu'une juridiction pénale peut retirer l'autorité parentale à un parent déclaré coupable d'agression sexuelle ou de viol incestueux. Or, ce n'est jamais fait, ou quasiment jamais. Donc, nous disons qu'il faut que ce soit obligatoire. On dit que c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Et je dis, sortons de la Convention européenne des droits de l'homme. Si la Convention européenne des droits de l'homme nous interdit d'être conforme à la raison élémentaire, c'est qu'elle est mal comprise. Si on interprète des principes fondamentaux de telle sorte qu'ils maintiennent l'exercice de l'autorité parentale à un père qui viole son enfant, c'est que nous interprétons mal nos principes. Je ne dis pas tous les hommes, je ne dis pas tous les pères, je dis ceux qui font le choix de la violence. Y a-t-il une transgression plus grave de l'autorité parentale que de violer sa fille ou son fils? La société est trop passive, elle est trop en position de spectateur par rapport à la stratégie de l'agresseur. C'est pourquoi nous disons repérage, on va chercher l'enfant, on va chercher sa parole. Comme on lui a imposé le secret, ce n'est pas lui qui va parler. Je suis d'accord avec M. Viau, les fausses dénonciations sont marginales, résiduelles. Donc il faut aller chercher la révélation des violences. Et quand on l'a, il faut être dans une dynamique de protection beaucoup plus volontariste. Et bravo à vous.